Gérald Piroir Cacaouère, me dit: je t'imagine sur ton canapé en train de regarder les matchs sur DAZN, avec des petits smileys en colère. Quelle tristesse, les commentaires sont effarants, nuls et bien souvent inutiles. En première mi-temps de Monaco-Lille, le commentateur a encensé 30 fois le nom de Ben Seguir. J'ai donc coupé le son. DAZN ne tiendra pas longtemps. Quel est ton sentiment? Encore une fois, DAZN va tenir 2 ans puisqu'ils n'ont pas de garantie. Ils ont donné des garanties de la holding, donc ils sont obligés de payer les 2 premières années. À partir du moment où ils vont payer, ils vont diffuser. D'autant plus que c'est pas eux qui payent les frais de production. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi ils se priveraient de ça. A priori, ils ont moins de 150 000 abonnés, ce qui est évidemment une catastrophe industrielle. Mais comment on peut s'en étonner? Le produit est trop cher, beaucoup trop cher, même s'il y a une promo à 19,99 en ce moment. Beaucoup trop cher, et surtout le produit est nul. Le produit est nul. Je suis désolé, j'ai d'autres aspirations quand je regarde du foot à la télé que voir des youtubeurs wesh se tutoyer et Ambre Godillon que j'aimais beaucoup par ailleurs minauder à l'antenne. Voilà, le produit est dégueulasse. Encore une fois, je ne comprends pas comment Smaïl Bouabdella peut accepter de se retrouver à faire le présentateur alors que c'est une chaîne qui est en terrible déficit de commentateurs de qualité. Et qu'effectivement, s'il commentait 2 matchs par week-end et Julien Brun 2 matchs par week-end, on aurait déjà 4 matchs sur 9 qui seraient bien commentés. Ce qui permettrait peut-être de supporter mieux les 5 autres qui sont généralement catastrophiques. Geoffrey Hanoff me dit: Alcaraz se plaint de trop jouer, trop de tournois et certains sont cramés depuis la Lever Cup, mais ils vont jouer en Arabie Saoudite. Pourquoi critiquer comme le fait Alcaraz pour au final aller chercher du blé en Arabie Saoudite dans un faux tournoi? Alors, il faut quand même bien comprendre quelque chose, c'est que l'implication d'un joueur, un grand joueur de tennis, dans une exhibition et dans un tournoi, n'a absolument rien à voir. Tu peux jouer au tennis de façon décontracte. Je vais faire une comparaison avec un joueur du dimanche. Voilà, tu vas faire un set avec un copain l'après-midi. Tu vas certainement jouer beaucoup plus facile, beaucoup plus relâché que quand tu vas jouer un tournoi et quand tu es 31 et que tu vas jouer contre un 30. C'est exactement la même chose. Je veux dire, une exhibe, c'est un match de tennis entre potes, avec un peu de pognon à la clé en plus. Donc voilà, la question n'est même pas là. Je suis même pas certain que ça fatigue tant que ça les joueurs. La Lever Cup, c'est encore quelque chose, parce que je pense que contrairement à ce que les gens pensent, il y a une vraie implication des joueurs dans la Lever Cup, et que de toute façon, c'est comme la Coupe Davis. Au début, la Coupe Davis, c'était certainement pas quelque chose de très important, et c'est devenu très important au fil des années. Après, j'ai pas entendu Alcaraz se dire se plaindre qu'il jouait trop, d'autant plus que faut quand même se souvenir qu'il a pratiquement pas joué sur terre battue la saison dernière en raison de sa douleur au bras. Donc mais ne vous y trompez pas, entre une exhibe et un tournoi, ça n'a rien à voir. Benjamin Sachs me dit: la baisse de recrutement flamboyant et d'ambition du PSG, même si Enrique vient d'être prolongé, entraîne sur certains médias, l'équipe TV pour ne pas les citer, d'y voir un désengagement progressif du Qatar. Que sais-tu là-dessus? Ce qui m'étonne lorsqu'on sait qu'il y a un projet de nouveau stade ou d'agrandissement du parc et qu'ils ont beaucoup investi dans le nouveau centre d'entraînement du club. Non, je pense pas qu'il y ait du tout de volonté de désengagement du Qatar. Je pense qu'il y a un vrai changement d'optique et de philosophie au niveau du club, qu'ils en ont eu marre des vedettes qui venaient dans leur esprit, surtout pour le pognon, et qui font une équipe plus jeune, qu'ils espèrent que cette équipe va progresser au fil des saisons, que effectivement Barcola, João Neves, Zaïre Emery et Nuno Mendes seront encore plus performants dans les années à venir. Voilà, c'est un pari qui se respecte. Est-ce que c'est un pari qui est dimensionné
au projet PSG, parce que c'est vrai que d'un autre côté, il y avait le PSG marketing, et le PSG marketing, quand il y avait Messi, Neymar et Mbappé, ça cartonnait. Et, je veux dire, et je pense pas que tu aurais pu ouvrir une boutique à New York pour le PSG avec Joao Neves et Barcola en tête de gondole. Voilà. Encore une fois, c'est une question d'équilibre dans les choix. ED Défaussé me dit, je te parle ou te reparle, donc ça veut dire que j'ai pas répondu à sa question, de Lucas Chevalier, le portier lillois que j'ai vu évoluer à Valenciennes à l'époque où il était prêté, a fait son chemin depuis, maintenant c'est un élément indiscutable au sein des Dogs, sa maturité l'implique dans les bons résultats de son club, l'exemple même vendredi contre Monaco où il n'a pas eu à effectuer beaucoup d'arrêts mais il doit être présent dans les moments clés du match. D'après toi, que lui manque-t-il aujourd'hui pour que notre sélectionneur français puisse s'intéresser à lui, bien que je conçois que Manu Maignan reste aujourd'hui le titulaire indiscutable de l'équipe tricolore. Ça fait partie des trucs où je comprends pas Deschamps. Je pense que être sélectionneur national, c'est aussi être parfois à l'écoute de son pays. Et quand un pays te réclame un joueur, le pays a rarement tort. J'ai souvenir il y a très longtemps de Vincent Guérin, je me souviens même avec Deschamps sur le plateau du CFC, avoir fait campagne pour Dimitri Payet, qui a finalement été sélectionné pour l'Euro. Je veux dire, la majorité silencieuse, quand elle réclame un joueur, elle a quand même rarement tort. D'autant plus aujourd'hui que je vois pas ce que ça coûte à Deschamps de laisser à Areola en Angleterre et de sélectionner Lucas Chevalier comme deuxième ou troisième gardien des Bleus. Voilà, je pense que le niveau de Lucas est absolument incontestable et aujourd'hui d'un niveau international. Donc voilà quoi. Mais ça c'est Deschamps, hein, on le sait. C'est quand même difficile d'être plus borné que lui. Hein. Alex Pénon qui m'envoie beaucoup de très longues questions. Alors, Alex Pénon, l'équipe de France fait face au désamour de son public. Tu en as récemment parlé des causes de ce désintérêt. La prochaine grande compétition n'arrivant qu'en 2026, ton joueur phare étant devenu extrêmement populaire, des joueurs fédérateurs comme Loris, Giroud ou Griezmann n'étant plus là, quelles sont les solutions à cette problématique en cette période d'overdose de foot? Tu l'as dit, il y a overdose de foot déjà. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, où l'équipe de France n'est pas responsable. S'il y a trop de foot, il y a trop de foot. Hein, et les Bleus en pâtissent parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus attachés à leur club qu'à leur sélection. Le désamour du joueur phare, ça va, ça vient. Hein, 2 triplés et tout est oublié. Hein. On sait aussi la volatilité des amoureux du foot. Après, il y a que les résultats et peut-être aussi la qualité de jeu qui feront que ça ira mieux pour les Bleus. Maintenant, est-ce que c'est possible avec Deschamps? Ça, c'est une autre question. Alexandre Nadal-Ojo me dit « Toulouse tenu en échec à domicile contre Angers a toujours un mal fou à marquer des buts cette saison. Faut-il commencer à s'inquiéter pour le TFC qui a un déplacement très important à Montpellier le week-end prochain, qui n'a pas le droit de se louper 2 fois d'affilée contre une équipe de son championnat pour le maintien. » C'est ce que je disais hier dans mon débrief, c'est vrai que c'est gentil les datas, mais bon, quand t'as un mec qui te mettait des buts comme Dalinga et que tu le remplaces pas, forcément t'as des problèmes pour marquer les buts, comme c'est étonnant. C'est étonnant parce que le stadium est plein, l'ambiance y est magnifique, et cette équipe n'arrive pas à produire un jeu intéressant, donc voilà. Alors après, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup plus faible que le TFC cette année, mais c'est une équipe qui doit quand même, je pense, si elle s'en sort cette saison, songer malgré tout à franchir un cap l'année prochaine. Maintenant, c'est toujours pareil, avec quel argent? Alexandre Dadalojo me dit « Que penses-tu d'Albert Grondbeck ?» Décidément, j'ai du mal avec ce nom-là. Qui est un vrai bon joueur de football technique que j'adore et qui est en train de s'acclimater à l'A1. Sur le match de Rennes à Brest, l'entrée de Grondbeck a-t-elle transformé Rennes jusqu'à la amorphe dans les transmissions offensives? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que son entrée en jeu a été totalement déterminante. Maintenant, voilà.
voilà, c'est-à-dire, il y a un entraîneur, hein, il s'appelle Julien Stéphan, c'est aussi à lui de faire ses choix, et c'est peut-être ses bons choix. Étant donné le niveau, notamment offensif, du Stade Rennais cette saison, je ne vois pas comment le club peut faire l'économie de Grondbeek sur le terrain. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Le pouce, la cloche, on s'abonne. On se retrouve dès demain pour PSG Eindhoven. Donc, changement de décor demain soir, puisque j'irai voir le match chez des amis, notamment le plus grand producteur de fraises de la Baule, Monsieur Burban. Oui, je balance. Voilà, portez-vous bien, bonne journée. Merci encore pour les audiences en constante progression de cette chaîne. Merci du fond du cœur. Bonne journée, bye bye.